Bonjour à tous et un grand merci à l'IRSST pour avoir proposé cette invitation et cette communication. Je vais vous faire donc une présentation qui s'appuie principalement sur les sources INRS en matière d'activité de travail, parmi lesquelles l'activité de la mission Veille et Prospective qui se développe depuis plusieurs années et qui a conduit depuis quelques années plusieurs actions de prospective en lien avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Une qui concerne les robots d'assistance physique en 2013, une plus récente qui concerne la production en 2040 et qui évidemment a fait émerger de façon importante cette notion de révolution numérique, d'industrie, d'usine du futur, d'industrie 4.0, etc. Et puis une action de prospective qui est en cours et qui fera l'objet d'une restitution prochainement, qui porte sur la plateformisation. Évidemment, plateformisation, là encore, en lien étroit avec l'émergence des nouvelles technologies qui vont partiellement conditionner les conditions de travail qui émergent dans ces milieux. Alors, parmi les grandes tendances socio-économiques, notre Europe est une Europe vieillissante avec une population générale qui continue à aller vers des âges de plus en plus grands au sein de nos populations. La population générale, mais la population active, bien sûr, qui y est contenue, avec deux enjeux importants. L'un qui concerne notamment le développement de tout ce qui est secteur de l'aide à la personne pour venir en soutien des personnes qui sont de plus en plus âgées dans notre population générale. Et l'autre qui nous concerne très directement aujourd'hui, qui est évidemment le vieillissement de notre population au travail, avec des questions émergentes en matière de travail jusqu'à des âges de plus en plus reculés, un cumul d'expositions qui peut se faire de façon de plus en plus importante aussi, et les conditions du maintien au travail dans des conditions qui soient acceptables et en faveur d'un emploi durable pour l'ensemble de ces personnes. Les réformes successives sur le plan réglementaire et législatif ne laissent augurer qu'une tendance à la persistance et à l'accentuation de ces phénomènes dans un contexte où on est toujours confronté à des situations de chômage qui sont importantes dans nos milieux européens en particulier. Parmi les grandes tendances socio-économiques, on peut souligner la désindustrialisation progressive de nos secteurs d'activité, en France notamment, qui s'est accompagnée de délocalisation pour trouver une main-d'œuvre moins chère ailleurs, dans d'autres pays, délocalisation en tenant compte également du fait que le coût des transports, notamment de marchandises, n'est pas suffisamment dissuasif pour encourager le fait que les emplois soient préservés dans notre territoire. Une désindustrialisation progressive qui s'est accompagnée pour les parties industrielles qui restent en France d'une façon globale par une intensification du travail qui est démontrée par plusieurs enquêtes sur les conditions de travail menées à la fois par les ministères et puis par des instances parfois de surveillance, Santé publique France, les enquêtes sur les conditions de travail successives de la DARES, les enquêtes SUMER qui sont conduites avec la participation de services de santé au travail et qui sont reproduites pour chacune d'entre elles de façon périodique pour évoquer et montrer quelle est l'évolution d'une façon générale des conditions de travail depuis plusieurs décennies. En parallèle de cette désindustrialisation progressive, une montée en puissance de la tertiarisation des emplois, avec l'émergence de ce secteur des services à la personne, une part de plus en plus importante consacrée aux activités commerciales, et puis certains secteurs d'activité qui continuent à émerger dans le tourisme, l'hôtellerie, restauration, etc. De la même façon, on assiste à l'heure actuelle à une fragilisation des contrats durables, ce que l'on appelle chez nous les contrats à durée indéterminée, de personnes qui sont donc embauchées de façon permanente sur des contrats sécurisés. Cette fragilisation se fait au profit de contrats qui sont des contrats courts, de nouvelles formes d'emploi qui émergent, comme on le voit également
parmi vous, donc avec l'émergence de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs, de personnes qui sont employées par plusieurs employeurs avec des temps de travail très partiels pour chacun d'entre eux et qui vont jongler au cours de leur temps de travail entre différentes contraintes sur le plan contractuel, sur le plan des conditions de travail et puis bien sûr avec l'émergence de la plateformisation dans nos sociétés, eh bien, ces nouvelles formes d'emploi dans lesquelles la frontière justement entre le statut de travailleur ou de non-travailleur devient parfois difficile à établir, ce qui complique aussi les questions de protection sociale. Et le recours massif à la sous-traitance, qui s'est beaucoup développé, qui a touché en particulier les activités support, qui n'étaient pas cœur de métier des entreprises, et qui maintenant, dans certains secteurs d'activité, touchent également les cœurs de métier des entreprises, ce qui vient compliquer la vie au quotidien des décideurs eux-mêmes, puisque le fait que les cœurs de métier soient également au cœur des activités de sous-traitance donne un certain pouvoir à ces activités de sous-traitance qui peuvent à leur tour donner des orientations à des employeurs permanents. Et enfin, l'émergence de nouvelles formes de travail nomade, coworking, crowdworking, etc., qui a évidemment des incidences sur tout cela. On assiste également à l'industrialisation des services, une forme de taylorisation dans certaines activités qui s'apparentent au mode d'organisation que l'on a connu dans l'industrie. Et puis la servialisation de l'industrie se répand dans un grand nombre d'industries avec donc cette traduction sous la forme d'une servicialisation qui est un mot un petit peu adopté pour la circonstance et dont je ne suis pas sûre qu'il figure déjà dans les dictionnaires. L'impact de la numérisation sur l'intensification et l'accélération des flux d'informations est également une réalité qui réduisent les distances, la temporalité et rapprochent les individus, les entreprises, les clients dans un triptyque dans lequel il est parfois là aussi difficile de distinguer qui est l'entreprise, le client, le fournisseur et où on se retrouve là aussi avec des frontières de plus en plus poreuses sur les rôles et attributions de chacun dans ce système économique. Une diversification des modes organisationnels dans deux directions qui peuvent paraître parfois opposées, avec un renforcement dans certains milieux de la notion de prescription, de standardisation, qui peut être encouragée aussi par l'utilisation d'un certain nombre de technologies comme les objets connectés, on le verra. Et puis, d'un autre côté, l'encouragement à la créativité avec des organisations qu'on appelle organisations apprenantes, qui vont être particulièrement flexibles et favoriser l'apprentissage, la créativité avec des modes d'organisation qui peuvent parfois paraître révolutionnaires, notamment en termes d'organisation hiérarchique, où on va laisser de plus en plus d'initiatives aux salariés avec des organisations horizontales dans lesquelles la pyramide hiérarchique va être de plus en plus écrasée. L'accroissement du besoin de traçabilité et de contrôle qui s'est accentué avec le développement notamment massif de toutes les démarches qu'on appelle démarches qualité d'une façon générale, mais qui ont peu à peu intégré des éléments nouveaux. On parle d'amélioration continue, on parle de 5S, etc., renforcés par des aspects de sous-traitance en cascade qui nécessitent qu'on ait un contrôle renforcé sur un certain nombre d'activités lorsqu'on les sous-traite. Et donc le tout a été là encore facilité par l'évolution technologique. Et puis enfin, des carrières multiples et des parcours professionnels non linéaires qui sont à l'heure actuelle en développement et qui deviennent beaucoup plus répandus. On n'est plus dans la situation où on entrait dans une entreprise, où on y faisait carrière jusqu'à l'âge de la retraite, mais on est entré dans une phase de flexibilité accrue pour un grand nombre de parcours professionnels avec la nécessité de changer d'activité, d'emploi, de profession, d'entreprise, d'employeur plusieurs fois au cours de la vie professionnelle. Je vais m'attarder un tout petit peu sur ces nouvelles technologies qui a fait l'objet d'un excellent rapport d'ailleurs par Gérard Valandruc et Patricia Vendramin qui s'intitule « Le travail dans l'économie digitale, continuité et rupture » qui a été édité par un syndicat européen en 2016 et qui fait le point sur ce qui a vraiment changé ces dernières années. Même si on l'a vu un petit peu ce matin, on arrive avec cette classification, j'allais dire, à recouper les principaux éléments de transformation qui marquent ces dernières années d'évolution en matière de nouvelles technologies.
Le cloud d'abord, qui permet le stockage massif de données et la possibilité d'un traitement multisite, avec une notion de non-espace, de non-temps, puisqu'on peut accéder de n'importe où, à n'importe quel moment, à toutes sortes de données nous concernant, sur un stockage virtuel de données qui n'est pas localisé sur son disque dur, dans son entreprise, etc., mais présent depuis n'importe quel poste, smartphone, PC, portable, tablette, etc., et qui va donner accès en permanence à toutes sortes d'informations. Ces informations sont de plus concaténées et peuvent être exploitées dans des bases de données très très importantes en termes de mémoire et de capacité de traitement, donnant naissance donc à ces fameuses big data, avec un accroissement spectaculaire qui accompagne ce stockage concernant les capacités de traitement. On a des capacités de traitement qui sont totalement démultipliées par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a encore une dizaine d'années, où il fallait des jours, des semaines, un ordinateur pour traiter un certain nombre de données qu'il avait en sa possession. Et ces évolutions technologiques récentes permettent, là encore, d'accélérer de façon très importante le traitement de données d'une façon de plus en plus complexe, rapide, efficace, pour en tirer des informations qui seront ensuite potentiellement répartis, répercutés sur un nombre d'acteurs très importants et qui vont alimenter le commerce, les tendances, la connaissance de chacun d'entre nous, d'une façon d'ailleurs souvent invisible, puisque qui d'entre nous sait exactement ce qu'il advient des données le concernant et ce que d'autres connaissent de chacune de nos habitudes de vie, d'achat, de comportement individuel, etc. La géolocalisation, qui permet évidemment la surveillance et la traçabilité des activités professionnelles dans un nombre de secteurs de plus en plus élevé là aussi, et l'Internet des objets, qui va lui permettre des échanges de données numérisés entre les objets du monde physique et virtuel, et qu'on va pouvoir mettre au service du cloud, des big data, et puis d'autres applications qui permettent donc cette interconnexion étroite entre des acteurs potentiellement très nombreux. Et puis enfin, cette notion de machine apprenante et de robotique mobile qui transforme aussi la configuration du travail, on le verra dans l'exposé, avec des capacités d'adaptation et d'interaction avec l'environnement du travail qui peuvent paraître déroutants pour l'organisation traditionnelle, j'allais dire, sur laquelle on se fondait en matière de règles de sécurité avec la robotique telle qu'on l'a connue, fixe et encagée, jusqu'à il y a encore peu dans nos activités de travail. Alors en matière de changement organisationnel associé, j'évoquais tout à l'heure l'intensification du travail. Les études qui se succèdent depuis un certain nombre d'années montrent que les contraintes organisationnelles dans le parcours professionnel ont tendance à s'accroître au fil des générations. Vous avez ici les résultats d'une enquête qui déjà date de 10 ans. C'était l'enquête santé et itinéraire professionnel qui proposait, à partir d'une reconstitution des parcours professionnels des personnes de différentes générations, associés à l'identification des contraintes professionnelles auxquelles ils avaient été soumis au cours des années de travail, permet notamment de mettre en avant l'augmentation des contraintes organisationnelles qui étaient les leurs, sur des critères évidemment choisis dans cette étude de façon discrète, c'est-à-dire qu'on n'était pas sur une interrogation totalement ouverte sur l'ensemble des contraintes organisationnelles, mais entrer dans ce champ, par exemple, les notions de travail posté, etc., de rythme de travail, et donc une tendance à l'augmentation d'une façon générale. Je vais vous présenter quelques exemples d'études qui sont réalisées à l'INRS, qui l'ont été ou qui sont encore en cours, à travers l'accent mis sur certains secteurs d'activité. Le secteur transport et logistique concentre beaucoup des évolutions qui sont constatées avec l'émergence de ces nouvelles technologies, puisque à travers notamment la plateformisation, à travers la virtualisation des rapports entre les donneurs d'ordre, les planificateurs, les chauffeurs, les conducteurs, les livreurs, etc., on va avoir cette
ce secteur d'activité se transformer de façon profonde. L'introduction des technologies de l'information et de la communication est faite pour fluidifier les flux d'informations, pour tracer et sécuriser ces flux et les transactions associées. Elle peut l'être également pour renforcer les collectifs du travail et faciliter la communication entre les planificateurs de tournée, par exemple, et les conducteurs de poids lourds ou de véhicules de tout type. Bien sûr, pour augmenter la productivité, accélérer les flux de transport, de livraison et optimiser également les conditions de transport en y intégrant aussi des aspects liés aux contraintes environnementales, avec un souhait de réduire le capital carbone et d'agir en faveur de l'environnement, y compris écologique, ce que l'on n'a pas du tout évoqué jusqu'à présent au cours de cette matinée et qui est pourtant une préoccupation qui doit entrer en compte aussi dans cette vision de la transformation numérique pour les années à venir. Standardiser les processus et en assurer la traçabilité, c'est évidemment aussi une forte préoccupation, alors que les flux de marchandises se sont énormément complexifiés avec une multiplication des commandes, et notamment via le e-commerce, et une multiplication des acteurs qui vont être à l'interface de différentes demande du client au fournisseur, du fournisseur au client, en passant par toutes ces structures et une organisation nodale. On va faire cohabiter plusieurs types d'outils, des outils de communication, de production, de gestion pour réaliser ces activités. Et certaines de nos chercheuses ont pu suivre une phase de transition dans l'instauration de nouvelles techniques d'information et de communication dans le cadre d'une entreprise qu'ils ont suivie pendant plusieurs années et dont ils ont pu observer la période de transition depuis la phase avant mise en place de ces modifications jusqu'à 2 ans après, la façon dont tout cela avait pu être intégré dans le fonctionnement au quotidien de l'entreprise, à travers l'observation du travail des planificateurs de tournée notamment, et puis de celle des conducteurs dans leur activité. Je ne vais pas entrer dans les détails de la méthode qui a été utilisée, mais on observe durant la phase de transition évidemment un changement dans la répartition des tâches qui va être engendré par l'instauration de certains logiciels et de planification et de gestion de la marchandise, une accélération de tâches qui s'avèrent plus morcelées, plus fréquentes parmi les planificateurs, et au lieu d'une simplification initiale des modes de communication, on observe durant ce temps de transition, au contraire, la nécessité de multiplier les sources d'informations parce que les aspects numériques se sont avérés insuffisants ou pas toujours adaptés à la façon dont le travail se produit au quotidien. Donc nécessitant plus de temps de communication directe, par téléphone notamment, plus d'usage papier de façon paradoxale, et puis des changements de support qui se multiplient avec une organisation locale qui devient parfois très compliquée, où on a besoin de jongler entre plusieurs logiciels pour comprendre l'activité même, de multiplier les supports avec une activité papier et une intensification du travail des planificateurs donc, qui s'est avérée être la traduction de cette implantation. Cette phase de transition a duré plus longtemps qu'il n'était imaginé au départ par l'entreprise. Elle a duré environ 2 ans, alors que ça devait être réglé de façon très rapide. C'est certainement une des raisons, notamment de la multiplication des supports utilisés et la complexification temporaire des tâches qui ont été réalisées. Cette phase de transition, lors du débriefing qui a pu être fait et du recul, de cette prise de recul, fait émerger la question de l'accompagnement, bien sûr, des personnes qui vont être amenées à utiliser ces nouvelles technologies et puis leur association le plus en amont possible des processus de conception des nouvelles technologies qui visent théoriquement à simplifier leur travail, mais aussi de l'organisation elle-même du travail qui va devoir accompagner ces changements technologiques au sein de l'entreprise. Les phases de transition, dans ce cas précis, se sont avérées être des éléments particulièrement sensibles pour les conditions de travail des salariés.
L'exemple du voice picking est intéressant aussi dans le secteur du transport et logistique. C'est un Talkman qui indique pas à pas les adresses de colis à prélever au préparateur de commande, qui va valider au fur et à mesure dans un entrepôt de logistique dans lequel il est chargé d'aller faire du picking pour récolter les colis qu'il va devoir mettre sur palette. Et donc, c'est ce Talkman qui va donc lui prescrire les colis à prélever. Donc, la personne se déplace dans les allées avec un codage qui lui est transmis par ce Talkman avec un casque. Et il doit valider au fur et à mesure la prescription du Talkman en disant OK chaque fois qu'il arrive devant la situation, en citant le code détrompeur qui se trouve sur le rack correspondant au colis à prélever, et en citant également le code qui existe sur le colis pour que le Walkman puisse valider systématiquement la commande. Ce principe de prélèvement dans les entrepôts de logistique a été mis en place il y a plusieurs années dans différents secteurs. Il visait à réduire les temps de prélèvement et à accroître la productivité en matière de réalisation des commandes et de préparation de commandes. Il s'est traduit en fait à travers les résultats d'études par une intensification du travail, un morcellement de l'activité là encore, et puis une difficulté qui n'avait pas été vraiment anticipée, c'est justement l'absence d'anticipation possible dans la configuration des palettes, c'est-à-dire que l'ordre des commandes qui sont réalisées par le Walkman ne tenait pas compte par exemple du poids, du volume des colis à prélever. Et donc, il s'est avéré que le préparateur de commande était sans cesse en situation, pour pouvoir équilibrer sa palette, de reconfigurer le contenu de cette palette pour que les colis les plus gros, les plus lourds, les plus volumineux puissent se trouver à la base et que les plus petits puissent s'insérer de façon à ce que la palette soit transportable et réalisable de façon adéquate et en respectant la qualité du produit et du contenant. D'autres difficultés ont pu être mises en avant, notamment sur la mésinterprétation par le système de toute communication orale de l'opérateur, qui a donc un casque et puis un micro, qui doit répondre au Walkman chaque fois qu'il valide une commande. S'il croise un collègue et que des échanges de paroles se font, le Walkman l'interprète comme étant un message qui lui est adressé à lui et donc va être complètement brouillé dans sa façon de réagir vis-à-vis de la parole de l'opérateur. Donc c'est un élément qui était évidemment source d'isolement de ces opérateurs qui du coup étaient privés de toute communication avec leurs collègues s'ils voulaient répondre de façon adéquate à la prescription de ce Walkman. Et puis enfin, une augmentation de la charge attentionnelle qui nécessite évidemment d'être constamment attentif à la prescription et l'impossibilité de pouvoir s'organiser en étant complètement guidé tout au long de l'entrepôt pour réaliser ces commandes constituait là aussi un facteur de perturbation et notamment de la charge cognitive et du sens du travail pour ces opérateurs. En lien, là encore, avec les transports et logistiques, mais en l'étend à d'autres, la question de l'émergence des drones, donc qui concerne de nombreux secteurs, l'armée, la question, enfin l'image. On voit dans le cinéma aussi beaucoup de développement de caméras, par exemple, qui sont portées par des drones et qui vont pouvoir prendre des photos et des prises de vue à distance, etc., de façon beaucoup plus aisée. Dans l'agriculture, la possibilité aussi d'établir des cartographies pour faire du traitement de surface, de l'inspection des sols, inspection de zones peu accessibles, surveillance des cultures, surveillance du bétail y compris, et qui vont transformer profondément la façon dont les travailleurs envisagent même leur métier, puisque avec ce type d'équipement et de nouvelles technologies, on met à distance là aussi d'une forme de réalité de terrain avec des inconvénients qui ont pu être soulevés, notamment dans le congrès Innovorg, il y avait une présentation sur l'automatisation de la collecte de lait dans les fermes extrêmement modernes où tout devient automatisé et les vaches sont orientées vers le poste de prélèvement de façon totalement automatisée, guidée par
par des systèmes d'ouverture, de fermeture de portail. Le lait est analysé de façon instantanée et l'appareil sait prendre lui-même une décision sur le fait qu'on va prélever plus ou moins de lait, que la qualité nutritive, etc., comporte tels aspects. Et donc, les fermiers eux-mêmes et les agriculteurs se sont parfois trouvés totalement déroutés par ce changement de métier qui fait qu'ils sont plus en contact avec la bête et qui peut aussi leur poser de problèmes lorsque justement ils ont à intervenir auprès d'elles, parce que les vaches elles-mêmes se déshabituent à la présence humaine et peuvent avoir des comportements dangereux vis-à-vis des humains lorsqu'ils ont à s'approcher, à toucher, à se mettre en contact avec les animaux pour d'autres traitements. Donc des inconvénients qui n'ont pas forcément été anticipés et dont on n'a pas forcément la perception de prime abord quand on met en place ce type de système. Et puis donc des questions spécifiques, et notamment d'adaptation du droit en termes de responsabilité, par exemple. Qu'adviendrait-il si bien un colis qui est transporté par un drone chute? C'est la responsabilité du propriétaire du drone, c'est la responsabilité du concepteur du drone, c'est la responsabilité de celui qui le pilote. Voilà, donc tout un tas de questions qui émergent dans ces aspects-là. Une illustration des transformations des métiers et des rapports interhumains à travers aussi le e-learning et la formation à distance. Donc le e-learning, système d'administration à distance de connaissances, qui vise donc à favoriser l'apprentissage, la formation. Le e-learning ne nécessite pas forcément la présence d'un enseignant ou d'un formateur, au contraire de la formation à distance. Donc on fait une distinction entre les deux, qui utilise massivement des TIC, mais qui est nécessairement accompagnée de modalités d'encadrement et d'assistance technique et pédagogique. À l'heure actuelle, on a une diversité des offres en matière de e-learning et de formation à distance, avec des modes d'apprentissage qui sont souvent hybrides, qui vont associer une partie de présentiel, une partie de virtuel, qui vont donner la possibilité de faire de l'apprentissage à distance par des modalités diverses, mais qui va combiner souvent des formes de face-à-face, d'accompagnement sur le terrain, etc., associant donc différentes modalités de formation. Les opportunités pour les apprenants de ce type d'apprentissage, c'est évidemment de pouvoir développer de nouveaux scénarios pédagogiques enrichis par ces nouvelles technologies, en utilisant de la vidéo, en utilisant des objets connectés. C'est aussi la possibilité pour l'apprenant de disposer de plus d'autonomie dans l'organisation et la préparation de ces modules d'apprentissage ou de formation, en faisant appel à plus de créativité favorisée par ces nouvelles technologies. Ça permet la personnalisation des apprentissages, un accès élargi à la formation pour un plus grand nombre d'individus, et puis la possibilité d'interaction, de coproduction, y compris avec des collègues apprenants. Ces éléments-là entraînent également une limitation des déplacements, le choix du moment de l'apprentissage étant laissé à la personne dans son activité. Et puis pour les formateurs, ça se traduit par une évolution du métier, un développement des outils et de scénarios pédagogiques différents, une diversification des compétences et là aussi un travail pluridisciplinaire. Les risques, ils sont liés au contexte dans lequel la formation est réalisée. Pour les apprenants, c'est un problème qui se pose parfois en matière de frontières vie privée, vie professionnelle, que le Code du travail ne sait pas résoudre non plus toujours dans ces aspects-là. Surcharge de travail potentiel, charge cognitive et puis un défaut d'interaction qui peut émerger. Pour les formateurs, c'est la question de la virtualisation du métier qui est en jeu, avec un isolement relationnel potentiel, des défauts d'interaction qui peuvent exister, et puis pour lui aussi, problème de déstructuration temporo-spatiale qui peut émerger. Les objets connectés, les aspects pertinents pour un certain nombre d'éléments, et en matière d'opportunités, notamment un intérêt pour l'adoption de comportements individuels plus sains, lorsqu'on parle par exemple d'automonitoring continu de l'activité physique et de paramètres physiologiques. C'est un enjeu qui peut être économiquement intéressant pour les entreprises aussi, en favorisant la traçabilité, en alertant sur des situations à risque de façon précoce et en incitant les salariés
adopter des comportements plus sains. Ça peut être intéressant pour les mutuelles de prévoyance qui vont pouvoir, à partir des profils des individus, définir des situations à risque et proposer des solutions de prévention, mais aussi des services personnalisés pour modifier des comportements individuels et réduire des situations à risque pour eux. Il existe également des risques en lien avec ces objets connectés sur la question de la fiabilité des données collectées qui est peu contrôlée à l'heure actuelle. La violence du chiffre comme seule réalité tangible, c'est-à-dire qu'on est uniquement sur de la quantification et sur de la mesure. La question de l'usage, par qui, pour qui, à quelle fin, ou la question de l'éthique d'éthique, pour faire un mauvais jeu de mots sur ces aspects-là. Et enfin, les risques de tout concentrer sur une vision individuelle au détriment de la vision collective du travail dans ces aspects, avec une tendance possible vers une vision trop gestionnaire du vivant. Les objets connectés peuvent toutefois être tout à fait intéressants aussi, et on parle là par exemple des EPI intelligents, les équipements de protection individuelle, qui vont permettre de définir des systèmes de protection donnant les moyens aux préventeurs et aux responsables de la santé-sécurité d'estimer des risques en cas de difficultés locales dans ces activités. Alors sur l'évolution de la robotique, les enjeux que j'évoquais tout à l'heure concernaient en particulier le fait qu'on n'est plus dans un système encagé avec des robots autonomes qui travaillent dans des espaces identifiés avec des barrières physiques et que l'on peut arrêter par des boutons d'arrêt d'urgence, mais qu'on est maintenant dans de véritables interactions avec la proximité humain-robot, avec des espaces partagés, sans barrières physiques, et puis des dispositifs tout à fait différents pour faire évoluer la santé-sécurité dans ces conditions-là. Sur la question des exosquelettes qui pointent à l'heure actuelle dans les entreprises, ces exosquelettes qui sont vécus comme un progrès et qui sont proposés pour apporter une aide physique à l'utilisateur dans l'exécution de tâches par une compensation de ses efforts ou une augmentation de ses capacités motrices. En matière de contexte, ils sont plutôt vendus de façon à contrer les effets notamment du vieillissement, à favoriser le maintien et le retour au travail, dans un contexte de modernisation des entreprises et de prise en compte de ces progrès technologiques. Ils se rendent assez disponibles, deviennent économiquement tout à fait accessibles à l'heure actuelle, avec un encombrement assez pauvre, et puis des progrès qui sont faits également en matière d'autonomie, lorsqu'on évoque les exosquelettes robotisés en particulier, ce qui n'est pas le cas de tous, puisque certains d'entre eux disposent simplement de systèmes mécaniques de retour par ressort et de restitution d'énergie de ce fait. Donc ils sont censés répondre à des tâches de manutention, des postures particulièrement contraignantes ou des tâches en position maintenue de façon statique durant de longues périodes, et vendus comme étant source de prévention des troubles musculo-squelettiques. Effectivement, certaines études montrent une réduction des contraintes musculaires qu'ils sont censés résoudre dans un certain nombre d'études, avec des effets positifs sur la fatigue, sur un certain nombre de contraintes intra-articulaires, mais ils peuvent être également source d'inconfort et générer un report des contraintes sur d'autres régions de l'organisme. On le voit ici, une augmentation de l'activité des muscles abdominaux, une augmentation des couples à la cheville et des contraintes au niveau des genoux. Et on va retrouver ces effets positifs et négatifs sur différentes formes d'allègement proposées par l'usage de ces exosquelettes. Les risques les plus prégnants que l'on peut percevoir sont effectivement le report de contraintes sur d'autres régions du corps, la notion de perturbation sensorielle. Lorsque l'on va porter pendant très longtemps un exosquelette au cours de la journée, on peut modifier notamment la proprioception et donc générer des phénomènes de déconditionnement également musculaire. Et on peut s'interroger sur le fait, par exemple, que l'on quitte son exosquelette après 7-8 heures de travail pour une autre tâche qui va pouvoir générer peut-être
des conditions de sécurité différentes. On reprend sa voiture. Est-ce qu'on a la même capacité à apprécier la façon dont on presse sur sa pédale, dont on va tourner le volant, dont on va pouvoir se mouvoir dans son environnement sans générer de risque pour la sécurité après avoir quitté ces éléments-là. Et puis ça pose d'autres questions également en lien avec le lieu de travail. Lorsqu'on est entravé par un exosquelette, a-t-on la capacité de se soustraire rapidement à une atmosphère dangereuse ou à une situation de travail dangereuse qui nécessite un retrait immédiat, par exemple. D'où la nécessité de prendre en compte l'ensemble des contraintes avant d'implanter, d'intégrer ce type de dispositif dans l'activité. Les nouvelles technologies, c'est donc à la fois des opportunités, mais aussi des limites que l'on perçoit. La question controversée de l'automatisation versus perte d'emploi. On a évoqué le travail de Frey Osborne. D'autres études sont beaucoup moins pessimistes en ce domaine. La technologie à outrance qui peut masquer le travail réel. Puis la question de la dépendance de l'homme à la machine, jusqu'à quel point. Et le 7e point sur la question de l'allègement de la charge physique jusqu'à l'inactivité physique qui peut aussi, à contrario, poser d'autres problèmes en matière de santé-sécurité au travail de façon qui peut sembler paradoxale. Voilà, donc la question de la virtualisation des rapports humains, de la prééminence du quanti sur le quali, avec l'émergence des objets connectés notamment, la fiabilité des données et des systèmes qui restent au cœur de nos préoccupations aussi. On parle de hacking maintenant aussi, de ces robots, de ces nouvelles technologies qui vont être des nouvelles formes de criminalité dans les entreprises potentiellement, donc avec un niveau de sécurité qui doit être particulièrement exigeant vis-à-vis de nos nouvelles technologies, l'intensification du travail et l'accroissement de la productivité, et puis la question des frontières spatio-temporelles entre producteurs et consommateurs, entre salariés et non-salariés, entre travail et non-travail. Si ces éléments sont des opportunités très importantes pour les populations fragilisées de se maintenir et de revenir au travail, ça peut aussi générer des exclusions d'une certaine catégorie de personnes auxquelles il va falloir être particulièrement attentif dans les années futures. Et puis la question du travail individuel et de son poids par rapport au travail collectif qui reste un élément de préoccupation très fort. Et enfin, une attention particulière à apporter au sens du travail en lien notamment avec les attentes de nouvelles générations qui recherchent parfois autre chose dans l'activité du travail que ce que nous avons pour certains cherché en matière de sécurité, etc. C'est pas forcément sécurité de l'emploi, je veux dire. C'est pas forcément les aspirations de ces nouveaux jeunes qui accordent énormément de sens au sens du travail justement et qui souhaitent évoluer dans de bonnes conditions. Je vous remercie de votre attention.